Introduction. Donc, Étienne Grandmont, je suis directeur général chez Accès Transport Viable. Accès Transport Viable, c'est une organisation là, qui est basée à Québec, qui œuvre, dans le fond, à faire de la sensibilisation aux modes de transport collectif et actif, à l'aménagement durable du territoire. Puis, on fait aussi la défense collective des droits des utilisateurs et utilisatrices des transports collectifs. Donc, bien heureux qu'on nous ait demandé d'animer ce panel qui portait sur les transports, qui est en fait, le titre du panel, là, le transport routier, nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce que c'est un casse-tête sans fin? C'est vrai que c'est un fort émetteur. Je vais vous donner quelques informations générales sur le portrait général de la part du transport dans les émissions de gaz à effet de serre au Canada et au Québec. Bien, d'abord, commencer par le Québec, les transports, c'est 45 de nos émissions de gaz à effet de serre, 36 si on calcule uniquement les émissions produites par les transports terrestres. C'est aussi le seul secteur d'activité pour lequel on n'a pas réussi à stabiliser ou descendre nos émissions depuis 1990. C'est un peu le même portrait au niveau canadien. Les transports, dans ce cas-là, représentent 30 de nos émissions de gaz à effet de serre, derrière les sources de combustion fixes qui, eux, sont à 44 Et encore une fois, c'est le secteur d'activité pour lequel on n'arrive pas à réduire ou stabiliser nos émissions. Il y a une hausse même là, de 14 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. Parallèlement à ça, ben, sur le bilan total de nos émissions de gaz à effet de serre, le Québec a raté sa cible de réduire de 20 ses émissions par rapport à 90 en 2020. On se rappelle que la cible pour 2030 est de 37,5 sous 90. Au niveau canadien, c'est la même chose. On a de la difficulté à rattraper des cibles. L'objectif de la carboneutralité d'ici 2050 existe. Mais on aura de la difficulté à contenir le réchauffement climatique nettement en deçà de 2 degrés Celsius, conformément à l'objectif premier de l'accord de Paris. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs acteurs, du discours public sur les changements climatiques qui doutent de la capacité du Canada à atteindre cet objectif. Donc, en ce qui concerne spécifiquement les transports, comment se fait-il qu'on ne soit pas capable d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre? Pourquoi ce secteur-là particulièrement augmente tout le temps, alors que l'efficacité énergétique des véhicules ne cesse de s'améliorer? Est-ce qu'il y a un lien entre cette incapacité à gérer les émissions du secteur des transports et l'accroissement du parc automobile, avec aussi l'étalement urbain qui est son corollaire, et aussi l'augmentation de la taille et du poids des véhicules qui circulent sur nos routes? Alors, c'est toutes des questions auxquelles on va pouvoir répondre, et même beaucoup plus, bien entendu, là, avec nos 3 experts invités que je vous présente à l'instant. D'abord, Andréane Brazeau, qui est analyste mobilité chez Équiterre, une organisation environnementale très connue au Québec et même au Canada et ailleurs dans le monde. Et Andréane, aujourd'hui, est justement à la COP 26, donc en direct de là-bas. Jérôme Laviolette, qui a une maîtrise en génie civil, il est spécialisé en transport et il est candidat au doctorat. Il fait partie de la chaire mobilité à Polytechnique Montréal. Et Jean-François Barsoum, qui est directeur exécutif innovation, ville intelligente et environnement chez IBM, recherche et développement. Donc, bienvenue à vous 3. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer comme expert à ce panel qui risque d'être très intéressant. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question là, qui est assez générale. Je vais l'accrocher un peu au contexte québécois, particulièrement à la politique québécoise de mobilité durable. C'est un document qui a été élaboré et adopté sous l'ancien gouvernement, donc le gouvernement libéral de M. Couillard, mais qui a été reconduit par le gouvernement de François Legault de la CAQ à peu près là, très rapidement, en fait, là, au début 2019. Je pense que l'élection était en 2018, à la fin de l'année, et cette politique a été rapidement reconduite. C'est une politique dans laquelle, en fait, on prévoit 3 leviers par lesquels on peut arriver à une mobilité plus sobre en carbone, donc meilleure pour l'environnement aussi en général. C'est quand même ça qui est important. Cette approche-là est nommée l'approche réduire, transférer, améliorer. Réduire, c'est vraiment travailler sur le nombre de déplacements et leur longueur par un arrimage qui est très, très fort avec l'aménagement du territoire. Donc, on concentre on compacifie, on densifie les villes, on développe ça de manière telle que finalement on a moins recours, on est moins dépendant de l'automobile. Un paquet de déplacements qu'on faisait anciennement par l'automobile, on peut dorénavant les faire avec les modes de transport actifs que sont la marche et le vélo, ou encore le transport collectif avec toutes ces déclinaisons possibles, transport en commun, covoiturage,
autopartage, etc. Le deuxième levier, c'est transférer, donc c'est améliorer l'offre de transport collectif et actif sur les territoires des villes afin d'inciter à un transfert modal, créer de l'offre. Hein, puis l'offre, si on la crée, bien, normalement, la demande va suivre aussi. Et puis améliorer, qui est le dernier levier, améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. Ces trois leviers-là, pardon, sont à mettre en ordre vraiment d'importance, réduire, transférer, puis améliorer. Parce que le premier a vraiment une incidence très transversale et très long terme. Donc, c'est clair que c'est le levier qui peut-être demande plus d'efforts, qui se travaille sur le plus long terme, qui demande un changement de paradigme sur la façon d'occuper le territoire, mais c'est vraiment le levier qui nous donne le plus de résultats, de bénéfices à long terme. Alors que ben, si on prend ça juste par l'inverse, travailler sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules, ben, il y a un paquet de choses finalement qu'on n'arrive pas à régler, notamment l'étalement urbain, le recours aux nombreuses infrastructures. On ne règle rien au problème de congestion non plus, à la sécurité sur les routes, etc., etc. Donc, sachant cela, que penser de l'approche du gouvernement du Québec qui, à travers le plan pour une économie verte, semble davantage miser sur, comme je le disais tantôt, l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules, qu'ils soient collectifs ou individuels. Cela dit, on a eu une annonce récemment d'un investissement important dans l'électrification des transports collectifs, mais en subventionnant aussi beaucoup l'achat de véhicules électriques importés, des véhicules qui sont essentiellement individuels. Donc, première question, comme je l'ai dit tantôt, après cette courte mise en contexte, cette question-là va être large pour mettre la table avec chaque panéliste. Donc, en 2020, le gouvernement du Québec a annoncé l'interdiction de la vente de véhicules neufs strictement à essence à partir de 2035 sur le territoire québécois. Est-ce que vous croyez, chers panélistes, que l'électrification des véhicules soit une solution absolue et viable à long terme pour une réduction importante des GES reliés au transport? Donc, je laisserai 5 minutes à chaque personne, ou en tout cas, on va s'organiser, on va être agile dans le contexte, mais je laisserai Andréane commencer. Andréane, c'est à toi. Ben, merci Étienne. Bonsoir, bonjour tout le monde. Je pense que tu as effectivement bien mis la table avec l'introduction. Je dirais que je commencerai par dire que le plan pour une économie verte que le gouvernement a mis de l'avant est bien entendu une stratégie qui mise largement sur l'électrification des transports comme fin, donc comme objectif à atteindre, alors que dans les faits, selon une perspective de durabilité, ce serait beaucoup plus une approche ce serait beaucoup plus, il faudrait le voir comme un moyen pour réduire les émissions, un peu comme ça a été dit avant. Donc, on s'en sert comme levier pour réduire les émissions, mais il faut quand même aller à la source du problème parce que le fait, par exemple, l'annonce de la semaine dernière où on a annoncé des milliards pour électrifier les autobus, ça n'augmente pas l'offre. Donc, ça ne fait qu'électrifier l'offre. Donc, à ce moment-là, il faut retourner dans les deux autres étapes précédentes, là, donc le R et le T, donc le réduire et le transférer, puis plutôt travailler dans ce niveau-là. C'est sûr qu'il est important dans une certaine mesure, comme je dis, c'est un moyen pour y arriver, mais ça ne devrait pas être que ce qu'on vise et c'est vraiment ce qu'on voit actuellement avec le gouvernement dans le cadre du plan pour une économie verte surtout. D'ailleurs, on le voit avec toutes les cibles, que ce soit pour les cibles d'électrification des autobus scolaires, même du parc de véhicules possédés par le gouvernement. Après ça, peut-être juste terminer en disant que plus directement en lien avec les véhicules que nous, on conduit au quotidien, c'est sûr que, en fait, nos véhicules sont toujours plus gros et sont toujours plus nombreux. Donc, ça a été dit, mais le fait de les électrifier ne va pas faire en sorte qu'on va réduire leurs impacts. Donc, leurs impacts qui ne sont pas les émissions de GS, donc tous leurs autres impacts que sont la sédentarisation des personnes, l'isolement, la congestion et bref, tous ces éléments. Que je m'arrête là-dessus, puis peut-être juste en terminant, je pense que la vision qu'il faut garder, qu'il faut avoir pour la suite, c'est vraiment par rapport à la pardon, ça commence à être des longues journées ici. C'est vraiment par rapport à la vie, la société de demain. En 2050, est-ce que ce qu'on veut voir sur nos routes, c'est juste plein de gros VUS, autant qu'aujourd'hui, mais électriques? Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut réduire la dépendance à l'automobile, il faut revenir à la source, il faut se densifier et il va falloir aller bien au-delà de l'électrification pour faire tout ça. Parfait. Merci beaucoup, Andréane.
Jérôme Laviolette de Polytechnique Montréal. Je ne te vois pas sur mon écran, mais j'imagine que tu n'es pas très, très loin. Oui, je suis là. Oui, super excellent. Bon, je viens de te voir apparaître. Donc, peut-être juste répondre à la question directement. Là, je ne renchérirai pas. Je vais revenir par la suite là, pour vous lancer des questions. Là. Parfait. Ben, en effet, je ne veux pas répéter tout ce que Andréane a dit. Je peux peut-être faire du pouce sur quelques éléments. Oui. L'électrification des transports, je pense que c'est nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas compter que là-dessus pour atteindre nos objectifs climatiques. Et ben, ça ne règle pas les enjeux de dépendance à l'automobile qu'on a actuellement au Québec. Puis pour moi, c'est un des plus gros points qui est à répéter ici, un peu ce qu'Andréane a dit. Ça ne réduit pas la congestion. Il y a une perte d'opportunité lorsque les gens se déplacent en automobile plutôt qu'en transport actif ou collectif. Perte d'opportunité en santé notamment, parce que les gens, quand ils se déplacent par tous les autres modes de transport que l'automobile privée, font plus d'exercice physique que lorsqu'ils se déplacent en automobile privée, soit-elle électrique. Donc, on a une perte énorme ici au niveau du potentiel que représente la mobilité d'améliorer la santé de nos populations. Ça ne réduit pas non plus de façon significative la pollution sonore parce qu'au-delà d'une certaine vitesse, c'est pas le moteur qui est la principale source de pollution sonore, mais c'est vraiment là, le frottement avec la chaussée des pneus. Ça ne réduit pas les risques de collision routière. On le sait, il y a 350 morts par année, 1200 blessés graves par année au Québec qui découlent de collisions routières. De ça, on a à peu près une soixantaine de piétons et entre 5 à 10 cyclistes, donc des usagers vulnérables qui, malheureusement, là, sont percutés par des véhicules motorisés. Et donc, tout ça ne sont pas des trucs qui sont réglés par l'électrification des transports. Un autre des éléments, puis c'est peut-être la question de relance que tu allais amener, mais je vais l'amener tout de suite. Là où j'ai surtout un problème, c'est surtout avec les stratégies que le gouvernement choisit de mettre en place pour encourager l'électrification des flottes de véhicules privés, des flottes de véhicules personnels. L'idée de donner des rabais à l'achat de véhicules privés, soit même s'ils sont électriques, ça revient à encourager la motorisation des ménages, augmenter la possession véhiculaire. Puis ça, la littérature scientifique est très, très claire là-dessus. Plus les gens possèdent de véhicules, plus ils les utilisent. Et l'autre élément, c'est que il y a différents articles aussi qui démontrent un certain effet euh, euh, qu'on peut appeler l'effet premium ou l'effet de luxe. Plus on a un véhicule qui coûte cher, mais plus c'est démontré que ce véhicule-là est utilisé notamment beaucoup pour des déplacements longue distance. C'est le cas notamment des véhicules électriques à grand range. Et donc, on ne règle pas du tout l'idée de réduire les déplacements en automobile en faisant la promotion des véhicules électriques de cette façon-là. Bien au contraire. Puis un autre des enjeux, c'est qu'on n'a pas actuellement de taxes additionnelles en contrepartie sur les véhicules à essence. Et ça, pour moi, c'est un autre problème. On s'obstine à ne pas vouloir mettre de bâton sur l'achat de véhicules à essence. Donc, ultimement, puis ça, je pense qu'Andréane pourra en reparler aussi, ça nous prend un système de bonus-malus ou une redevance remise, peu importe comment on l'appelle, qui permettrait là, de balancer un peu le tout. Puis mon autre point, c'est l'équité dans les comportements qu'on choisit de récompenser. Donc, on parle de rabais substantiels à l'achat de véhicules électriques, mais moi, je pose la question, les ménages qui choisissent de ne pas posséder de véhicule, qu'est-ce qu'on leur offre? Qu'est-ce qu'on leur offre pour les encourager dans ce mode de vie-là qui est démontré comme étant le mode de vie avec le moins d'impact autant sur l'environnement que sur beaucoup d'autres choses? Qu'est-ce qu'on offre pour encourager les ménages à s'abonner à l'autopartage comme substitution à la possession de véhicules privés? Qu'est-ce qu'on offre pour encourager les ménages à s'acheter des véhicules, des vélos cargo électriques, par exemple, qui peuvent remplacer beaucoup de déplacements, même pour les familles en ville, beaucoup de déplacements qui pourraient se faire en automobile, qui peuvent être faits avec un vélo cargo électrique, des vélos qui coûtent cher. Qu'est-ce qu'on a comme incitatif pour ça? Il n'y a rien actuellement au niveau provincial ou au niveau fédéral à cet égard-là. Donc, pour moi, c'est des enjeux, c'est des opportunités ratées d'encourager des comportements qui sont plus souhaitables que simplement conduire un véhicule électrique. Il n'y a pas d'initiative non plus au niveau municipal là, pour avoir suivi un peu le dossier là, de justement des subventions à l'achat de vélos électriques ou de vélos tout court plutôt qu'une voiture. En France, il y avait des villes qui avaient pris cette initiative-là, alors que ça ne se fait pas ici, puis il y aurait cette possibilité-là. Là. Il y a Laval qui a, je pense que Laval a la une... seule, Ah, ben ça, c'est ouais, intéressant. Laval est la seule grande ville du Québec, du Ouais. moins, qui a mis ce type d'incitatif-là. Je pense qu'on peut aller chercher, je ne veux pas me tromper sur le montant, mais c'est un truc comme 400 $ sur l'achat d'un véhicule, d'un vélo électrique, pardon.
J'imagine qu'on Par aura la contre, si je ne réponse d'ici la m'abuse, fin. Mhm. si je ne m'abuse, je pense que ça n'a pas duré longtemps et que c'est déjà Ben, j'ai terminé. vérifié très récemment et c'était encore en ligne et on pouvait encore accéder au formulaire pour demander le rabais. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Donc, mais en effet, il devrait y avoir un suivi à faire. Mais pour moi, ça revient de l'ordre du gouvernement provincial là, de mettre en place si on est prêt à donner 8 000 pour des véhicules électriques, Ouais, est-ce qu'on ne peut pas donner un certain montant pour des vélos cargo qui pourraient en plus être faits ici parce on produit des vélos au Québec. On n'a pas d'industrie automobile au Québec. Oui, parfait. Jean-François Barsoum, j'aimerais vous entendre là-dessus. J'aimerais t'entendre là-dessus. Je m'excuse, je vais tutoyer, on se connaît bien. Jean-François, Oui, j'aimerais t'entendre là-dessus. oui. Ben, une couple de choses. D'abord, je souligner le fait que les véhicules électriques, en fait, un des dangers qu'ils amènent, puis ça, mes collègues en ont fait allusion, c'est le fait que le déplacement coûte beaucoup moins cher. Alors, une fois qu'on a un véhicule, faire un déplacement en véhicule électrique est beaucoup moins cher. Alors, on a peut-être tendance à dire, ben, ça me coûte presque rien l'électricité, je peux faire un déplacement beaucoup plus long, je l'ai déjà mon auto. Donc, l'effet dont Jérôme parlait tantôt, qui est le fait que quand j'ai une auto, je vais l'utiliser, ben, si j'ai une auto puis elle me coûte presque rien à utiliser, ben, j'ai encore plus l'intention de l'utiliser. Donc, il y a peut-être un impact sur les déplacements. Ensuite, cet impact-là, il est lié aussi à la question de la fiscalité, c'est-à-dire s'il n'y a pas de taxe sur l'essence qui va s'appliquer à un véhicule électrique, évidemment, ben là, il y a un impact sur les finances de la province, des gouvernements en général, des municipalités. Et l'autre problème, c'est que dans le fond, ça me coûte peut-être un peu moins cher me déplacer en véhicule électrique, mais ça reste quand même un poste de dépense important pour les familles. Le transport, en général, c'est le deuxième poste de dépense pour une famille devant l'alimentation. C'est quand même assez grave. Alors, en allant vers l'électrification d'un véhicule privé, disons, on ne va pas régler ces problèmes-là qui sont liés vraiment au financement, au cadre financier qui entoure les transports. Alors, une façon peut-être de recadrer comment on devrait gérer ça, c'est de penser plutôt à l'utilisation de l'espace ou l'aménagement du territoire. Ça, c'est un autre cadre de référence qu'on pourrait amener. Les voitures, ça prend beaucoup de place. Alors, si on arrive à diminuer la place qui est prise par les voitures, déjà, ça permettrait de réallouer cet espace-là à des efforts justement d'adaptation, de mitigation des impacts au changement climatique, en faisant des parcs, en piétonnisant, en faisant plus de place, par exemple, pour les transports actifs. Et je pense que cette efficacité d'utilisation du territoire, c'est peut-être une autre façon de voir la raison pour laquelle on doit changer nos comportements. C'est pas juste de réduire les gaz à effet de serre qui sont liés à la voiture. Certainement, il y en a de toute façon qui sont liés à l'utilisation d'un véhicule électrique, mais c'est plus pendant la fabrication. Alors, on va laisser ces calculs-là de côté pour l'instant, mais de repenser vraiment à l'utilisation du pied carré dans une ville, dans une zone urbaine, ailleurs. Moi, ça me dérangerait pas tant que ça qu'il y ait beaucoup plus de VUS proportionnellement, tant que dans chacun de ces VUS, il y a 5 ou 6 ou 7 personnes. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y en a pas 5 ou 6 ou 7 personnes dans chacun de ces véhicules, il y en a toujours un. Puis il n'y a certainement pas une feuille de plywood à l'arrière du pick-up non plus à chaque fois qu'on en voit un se déplacer. Donc, il faut utiliser vraiment ces transports-là de façon judicieuse. Alors, si on pense à une plus grande, disons, adoption des modes de covoiturage. Si on voit beaucoup plus d'autopartage, mais aussi sur des véhicules qui sont adaptés, les gens achètent des pick-up, pas parce qu'ils en ont besoin tous les jours en général, mais parce qu'ils en ont besoin quelques fois par année. Ben, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de pick-up comme une auto, mais s'il y en avait, les gens diraient peut-être, ben, je peux me contenter d'un véhicule plus petit parce que je peux prendre un pick-up quand j'en ai besoin. Alors, ce genre-là de déconnexion entre l'utilisation sur un an d'un véhicule, puis de dire, ben, je vais avoir juste le véhicule que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Quand j'en ai pas besoin, ben, j'en ai pas. Et ça, ce changement de culture-là, qui dépend de l'adoption du covoiturage, de l'autopartage, de tous ces modes-là, je pense va avoir beaucoup plus d'impact que l'électrification de tous les véhicules privés. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que les gens ne sentent plus le besoin d'avoir leur propre véhicule. Ils y aient accès quand ils en ont besoin, aussi souvent qu'ils en ont besoin, mais par contre, qu'il n'y ait pas besoin d'en avoir un à eux en leur nom. Et ça, je pense que ça va aider. Puis le dernier point que
que j'allais faire, c'était vraiment sur l'électrification des petits modes. Puis ça, Jérôme parlait des e-bikes et tout ça. Quand on va faire plus de place au transport actif, quand on va soutenir l'électrification de ces petits modes-là, puis bon, il y a les e-bikes, mais il y a aussi il y a des one-wheel, il y a des scooters électriques, il y a toutes sortes de choses. Quand on va leur donner une place adéquate dans nos milieux de transport urbain, on va peut-être voir aussi un déplacement du véhicule, de l'auto vers des véhicules qui sont plus petits, prennent moins de place et sont moins énergivores. Et ça, je pense que c'est une excellente chose. C'est bien. Je suis très content de vous entendre, puis très content de vos interventions, Jean-François. Je rebondirais sur quelque chose que tu as dit. Effectivement, là, les véhicules sont stationnés en plus 98-99% de leur temps. Donc, c'est même pas vrai. Au-delà de l'usage qu'on en fait, le véhicule privé est à peu près jamais utilisé quand on regarde le temps d'utilisation total. Puis à vous écouter, les trois, je me demande, est-ce que la lutte au changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, dans le fond, ce n'est pas des œillères qu'on se met et qui finalement nous empêchent volontairement ou involontairement de voir tout le reste, en fait, parce que les transports, la surabondance d'automobiles, notre dépendance à l'automobile privée, dans le fond, c'est beaucoup plus que les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que je comprends. Puis on pourra reparler tout à l'heure aussi de l'ensemble du cycle de vie des véhicules, parce qu'un véhicule électrique, quand il roule, évidemment, il émet presque pas de gaz à effet de serre, mais son alimentation, on est chanceux au Québec, évidemment, c'est une électricité relativement propre, mais sur la construction des véhicules aussi, ça a un impact environnemental très, très fort, notamment sur les gaz à effet de serre. Mais dans le fond, ma question, c'est est-ce que, dans le fond, on ne se sert pas très habilement, par exemple, de la lutte au changement climatique pour volontairement se mettre des œillères et reproduire, continuer, dans le fond, le statu quo qui est à un usage toujours plus grand de l'automobile, puis un étalement urbain toujours de plus en plus grand. Sans dire que des gens, les décideurs qu'on a choisis, qu'on a élus, le font malicieusement. Mais disons que c'est plus facile peut-être pour un politicien de simplement proposer sensiblement toujours les mêmes solutions de mobilité aux gens. Alors, pour l'instant, on a un enjeu climatique qui est très, très, très important, qui mobilise des forces vives partout sur la planète. On dit vouloir s'en soucier, on parle d'électrification des transports, mais dans les faits, le virage qu'on devrait opérer devrait être beaucoup plus grand que simplement ça. Peut-être là-dessus, qui voudrait réagir par rapport à ça, là, un coup d'œil assez général, là, finalement. Là. Ben, je peux peut-être y aller là, rapidement. En fait, je vais peut-être juste mentionner qu'effectivement, au-delà de la pollution des émissions de GS, il y a les impacts sociaux. Puis, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, envoyer le signal qu'il faut payer quand dans le fond, le principe utilisateur-payeur, pollueuse-payeuse, moi je le féminise, peu importe comment on l'appelle, une solution qu'on propose beaucoup, c'est ou qu'on va certainement entendre de plus en plus parler dans les prochaines années, c'est la taxe kilométrique. Donc, l'idée de payer à l'usage qu'on a du réseau routier pour que ce soit les personnes qui l'utilisent qui le payent. Parce qu'en ce moment, moi, je n'ai pas de voiture, je suis cycliste, mais je paye quand même pour la route des autres. Donc, il y a aussi une question d'équité, si on veut. C'est-à-dire, j'utilise le réseau routier aussi, mais on se comprend bien. Ensuite, donc, on sait que la voiture, même si elle est très, très démocratisée, est quand même un bien qui n'est pas accessible aux personnes les plus vulnérables. Puis c'est ces personnes-là, souvent, qui vont peut-être habiter à des sorties d'autoroute ou qui vont connaître les impacts du fait qu'il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de gros véhicules. Fait qu'il va falloir tenir tout ça en compte dans notre transition vers des modes de transport décarbonés. Puis je vais juste terminer mon intervention là, en disant que je pense que ce qui est important, c'est que le gouvernement assume la responsabilité. En fait, c'est le gouvernement qui est responsable de rendre les choix de mobilité durable les plus logiques, que ce soit au plan financier ou au plan logistique. Il faut que les individus ne se posent pas la question et que les options qui ne sont pas la voiture individuelle soient les options les plus intéressantes. Puis là, justement, je suis en Écosse en ce moment et je capote sur le train, c'est vraiment le fun. Et puis le transport en commun est excellent. Puis ça me rend toujours un peu envieuse quand je voyage de réaliser à quel point ici, c'est peut-être des concepts qui n'ont pas été compris, hein, justement, dans le PEV, là, que dans le fond, dans le fond, je m'arrête ici, là, mais vous voyez un peu l'idée.
Parfait, merci. J'aurais une question pour toi, là, pour continuer, Andréane. Je sais que vous avez dévoilé là, récemment une étude là, sur l'état du parc de véhicules. On voit que d'abord, le parc de véhicules en circulation est très important. Là. On parle de 6 millions, plus de 6 800 000 véhicules qui sont en circulation pour une population de 8 millions, presque 200 000. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'automobiles. D'ailleurs, quand on regarde aussi les statistiques, on voit qu'il y a davantage d'automobiles en circulation au Québec qu'il y a de titulaires de permis de conduire aussi. Donc, c'est quand même assez impressionnant. On comprend qu'il y a des flottes municipales et des flottes d'entreprises aussi, évidemment, à travers tout ça, mais ça reste quand même que ça démontre qu'on ne fait peut-être pas une utilisation très rationnelle même du parc automobile que nous avons. Donc, ça rejoint peut-être un peu ce que disait Jean-François sur le nombre d'utilisateurs, d'usagers dans chaque véhicule. Dans le fond, chaque automobile qu'on voit se déplacer transporte généralement 3 ou 4 sièges vides, finalement aussi. Là. Ce qu'on remarque aussi là, depuis les années 90, c'est que le parc automobile a grandi, a cru 2 fois plus vite que la population. Puis la taille des véhicules aussi a beaucoup augmenté. Le Québec accusait un certain retard. C'était pas malheureux, là, mais par rapport aux autres provinces canadiennes, notamment dans l'Ouest, par rapport à la taille des véhicules. Mais on a fini par suivre la tendance nous aussi. Puis les véhicules qu'on achète aujourd'hui sont très, très gros. En 2020, au Canada, les camions légers, principalement des véhicules utilisateurs sport, les multisegments, les camionnettes, les fourgonnettes, représentaient tout près là, de 80 des véhicules neufs vendus, ce qui est un record qui se répète année après année depuis plusieurs années. Ce qui est tout à fait surprenant parce que d'un côté, les gens comprennent les enjeux climatiques, savent qu'on doit intervenir pour lutter contre ces changements climatiques-là, mais en même temps, ne font pas le choix d'acheter, soit de se priver de véhicules puis trouver des alternatives, se localiser au bon endroit, utiliser davantage de transports collectifs et actifs, mais en plus achètent des véhicules toujours de plus en plus gros. Donc, Andréane, qui chez Équiterre, vous avez, comme je disais, là, déjà beaucoup réfléchi à ces enjeux-là. En quoi, puis surtout à qui l'augmentation de la taille des véhicules au Québec bénéficie le plus? C'est une excellente question. Peut-être que je vais commencer en partageant quelques chiffres là, qui ont notamment été analysés par la Chaire Mobilité et sous la supervision de Catherine Morancy. Là. Donc, en fait, comme tu l'as mentionné, les véhicules sont effectivement plus larges, plus longs, plus hauts, plus lourds, plus toutes depuis les dernières décennies. Donc, en fait, ils ont augmenté. En fait, il y a 10 véhicules de moins qui entrent sur une voie d'1 kilomètre qu'avant. Donc, il y a 20 ans. C'est quand même étonnant. Puis moi, j'aime beaucoup rappeler que pendant la dernière campagne électorale, la question des pistes cyclables a été un enjeu important à Montréal. Dans le fond, on entendait souvent que ça enlevait des places de stationnement, tout ça, mais dans les faits, c'est peut-être pas juste les pistes cyclables qui enlèvent des places de stationnement, c'est peut-être juste que nos véhicules sont toujours plus gros et plus nombreux, évidemment. Puis justement, là, par rapport à ça, là, une des découvertes de notre étude, c'est justement que environ dans les 20 dernières années, on a perdu l'équivalent de 17 parcs La Fontaine à Montréal seulement en espace, tant à cause de la hausse du nombre de véhicules que de la hausse du nombre, de la taille des véhicules. Fait que dans le fond, c'est des chiffres absolument incroyables. Là. 17 parcs La Fontaine, c'est beaucoup. Là. Fait que est-ce que c'est vers ça qu'on veut s'en aller dans les prochaines années? Je ne penserais pas. Fait que dans le fond, c'est vraiment ce qu'on a appelé un phénomène d'obésité routière. Même, en fait, les plus petites voitures augmentent. Les Honda Civic sont beaucoup plus grosses qu'elles l'étaient il y a 15-20 ans aussi. C'est vraiment un phénomène qui nous a rattrapés, bien malgré nous. Après ça, ça a aussi été dit, on a aussi mentionné que la question des camions légers, en fait, les camions légers, les personnes qui s'en procurent, c'est aujourd'hui un peu tout le monde. Là, et c'est plus une question de genre, c'est plus une question de niveau de vie, c'est plus une question d'âge. Même en banlieue, régions éloignées, même en ville, les chiffres sont un petit peu plus bas, mais sont quand même vraiment préoccupants pour des milieux urbains. Là. Donc, tout le monde les achète et pour différentes raisons. Puis, il y a vraiment plusieurs causes à ça. Là. Je vais faire juste un petit survol des causes parce qu'en fait, je pense que ça démontre bien la complexité du problème. Puis, ça démontre aussi pourquoi ça ne repose pas juste sur les épaules des individus, puis pourquoi on ne peut pas juste dire, acheter un petit char. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est vraiment une série de facteurs économiques, politiques, technologiques,
techniques législatifs, sociaux, psychologiques. Là. Donc, par exemple, le fait que nos revenus augmentent et donc qu'on pense maintenant, on peut augmenter les dépenses qui sont faites pour les camions légers, pour nos transports, disons. Puis, c'est 10 000 en moyenne que coûte un camion léger par rapport à son équivalent à essence. Après ça, il y a aussi différents facteurs comme une plus grande facilité d'accès au crédit. Il y a aussi le financement à long terme, là, le fait de pouvoir étirer les paiements sur 8 ans quand on achète un véhicule neuf. Les prêts aussi automobiles qui ont été facilités dans les dernières décennies. Il y a aussi les normes d'émission de GES, donc le cadre légal canadien, en fait, qui a, dès le départ, quand il a été installé dans les années 80, en fait, a instauré des normes qui étaient moins contraignantes pour les camions légers que pour les petites voitures. Donc, ça coûtait moins cher à l'industrie automobile d'innover et de faire les gains énergétiques qu'elle devait faire en produisant des camions légers. Donc, ça a comme accéléré leur production en Amérique du Nord. D'autres facteurs, l'aménagement du territoire, hein, le fait qu'on s'étale toujours de plus en plus, on fait plus de routes, on veut plus de confort, plus d'espace parce qu'on passe tellement de temps dans notre voiture, c'est un peu tout lié. Puis après ça, il y a aussi tous les messages que la publicité nourrit chez nous, donc le fait qu'on en a donc besoin pour aller en nature, le fait qu'on en a donc besoin pour notre sécurité. Donc bref, il y a une panoplie d'autres facteurs, mais je pense que ça fait le bon tour. Là. C'est un problème qui est vraiment bien ancré en profondeur. Puis comme on l'a dit, il y a aussi beaucoup de conséquences qui vont au-delà des émissions de GES. Donc, la congestion, l'usure sur les infrastructures, la santé publique au niveau des émissions, évidemment. Tantôt, on parlait des vélos cargo, puis à quel point, en fait, donner un plus gros montant aux individus pour qu'ils en achètent et se débarrassent de leur voiture, en fait, c'est sûrement quand même moins cher que de payer pour toutes les conséquences sanitaires qu'on a là, avec le nombre de voitures qui augmente. Fait que voilà, ça fait un petit tour. Donc, qui en bénéficie le plus, c'est certainement l'industrie automobile et qui en bénéficie le moins, c'est sûrement notre société collectivement, je dirais. Oui, effectivement. Tu fais bien de mentionner la publicité parce que l'industrie a bien compris que c'est un marché très lucratif. On répète souvent là, chez les constructeurs que dans le fond, on offre aux consommateurs ce qu'ils veulent bien avoir, mais quand on connaît les budgets que cette industrie automobile et l'industrie, disons, tout ce qui entoure, en fait, l'automobile investit, on parle d'environ 500 millions de dollars uniquement sur le territoire québécois par année. Et à titre de comparaison, la STM, la Société de transport de Montréal, qui est la plus grande société de transport au Québec, a un budget publicitaire d'1,8 million par année. On n'est pas à armes égales, certainement. Donc, certainement, il y aurait quelque chose à faire au niveau de la publicité. Puis ma question, dans le fond, c'est comment on arrive à convaincre la population de justement freiner cette course je dirais quasiment une course à l'armement, parce que je voyais passer récemment un petit mème, là, sur un mémé sur les médias sociaux où on montrait que la taille des véhicules était équivalente aujourd'hui à ce qu'on avait sur les champs de bataille, les tanks, en fait, qui circulaient, les chars d'assaut qui circulaient pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on a vraiment carrément des véhicules qui sont surdimensionnés, probablement inutilement, dans nos milieux de vie aujourd'hui. Donc, la publicité, je comprends que c'est probablement un axe sur lequel il faut travailler, mais comment on fait sinon pour convaincre la population d'avoir une automobilité, plus sobre en carbone? Avant de passer à ça, je vais peut-être juste mentionner que dans le cadre de notre étude sur les camions légers, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des gens dans des groupes de discussion s'ils pensaient être influencés par la publicité et ils nous ont, en fait, la très, très grande majorité a dit non, je ne pense pas être influencé par la publicité. Mais après ça, on demandait aux gens, pouvez-vous nous donner des éléments que vous pensez qui sont dans les publicités de gros véhicules? Et tout le monde est capable de dire des montagnes, des roches, des cours d'eau, des mots comme domination, aventure, exploration et plein d'autres éléments comme ça. Fait que, on aime croire qu'on est plus fort que la publicité, mais je veux dire, mais la question, en fait, la publicité ne serait pas, en fait, l'industrie automobile ne serait pas le premier investisseur en publicité si ça ne fonctionnait pas. Et c'est prouvé scientifiquement, il n'y a pas de débat et c'est plate à dire, mais on est vraiment influencé par la publicité. Après ça, comment on peut faire? Bien, justement, quand on sait
tous les impacts qu'ont les gros véhicules, ben, c'est un peu incohérent, en fait pas un peu, beaucoup incohérent de laisser ça aller au niveau de la publicité. Fait qu'il va falloir absolument la réglementer très prochainement si on veut justement atteindre d'une part la cible de 2035 de véhicules zéro émission, mais aussi si on veut transformer notre mobilité en profondeur et se défaire de la dépendance à l'automobile. Après ça, les autres façons, ben, ça va être de travailler sur l'offre de véhicules parce que comme en ce moment, même les personnes, disons qu'on reste dans le passage d'un gros véhicule à un petit véhicule, ben, le fait que l'offre de petits véhicules disparaît en ce moment, ben, c'est problématique. Sauf que là, on a un enjeu qui est très complexe. Puis si vous avez des pistes pour moi, vous me le direz, je suis en réflexion. Le marché automobile nord-américain est fortement intégré. Donc, le Québec ne peut pas juste dire ah, nous, on va rehausser notre hausse notre nombre de petits véhicules ou quoi que ce soit. Il faudrait penser plus largement. Puis c'est assez complexe étant donné que beaucoup de ces bureaux-là et de ces décisions-là sont prises aux États-Unis, en fait. Donc, on est un peu tributaire, en fait, de ce que le marché américain va nous offrir, en gros. Donc, l'offre, mais ensuite la demande. Donc, la demande, ça passe par différents éléments qui ont été nommés un peu plus tôt. Justement, la redevance remise, c'est sûr qu'il va falloir l'aborder et l'amener très, très, très prochainement si on veut même penser pouvoir atteindre notre cible de 2035 d'une part, mais aussi financer notre transition écologique. Là, moi, j'aime bien le chiffre, en fait, un cinquième de notre plan de transition écologique au complet, c'est pour subventionner des véhicules électriques et des bornes de recharge pour aller avec. Ça n'a aucun sens, c'est beaucoup trop. Puis ça, justement, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ça ne va pas faire les changements en profondeur qu'il faut faire. Donc, avec un système de redevance remise, on peut aller financer ces subventions-là, puis au moins dégager des milliards, littéralement des milliards, pour faire des choses un peu plus plus durables, carrément. Fait que sinon, la taxe kilométrique, puis aussi, ça, c'est aussi un autre élément. Il va falloir que chaque individu prenne conscience de l'impact de ses déplacements, puis aussi de l'usage qu'on fait des routes publiques. Puis, je terminerai aussi là, avec un programme de mise au rencard, donc un peu ce qui a été dit, là, donc de subventionner les bons comportements. Et les bons comportements ne se limitent certainement pas à l'achat d'un véhicule électrique. Il faut démotoriser les ménages, il faut réduire le nombre de véhicules. Et donc, pour ça, il va falloir se donner des incitatifs financiers parce que ça fonctionne. Il va falloir donner des incitatifs financiers aux familles qui réduisent le nombre de véhicules qu'ils ont à la maison. Très bon point. On le dit, là, il y aura, puis Jean-François l'a mentionné tantôt aussi, là, on va avoir un petit problème éventuellement fiscal au Québec pour être capable de financer l'offre de transport collectif qui est ultra nécessaire dans cette transition vers une mobilité plus sobre, puis aussi l'entretien des réseaux routiers de manière générale, parce que je le rappelle souvent là, dans un autre dossier, là, le dossier du troisième lien, on en parlera tantôt, mais il y a des choix qui sont faits au Québec, et ce, malgré le fait qu'on a un déficit d'entretien de notre réseau routier là, de 19 milliards ou à peu près, là, ça monte très, très vite, seulement au Québec. Donc, ces réseaux-là sont financés principalement par le Fonds des réseaux de transport terrestre, le FOR, qui est alimenté par la perception de taxes sur les carburants. Donc, si on a de plus en plus de véhicules électriques, on peut comprendre qu'éventuellement, ce fonds-là, il va se vider complètement, il va être à sec éventuellement. Et on aura plus ce levier économique-là pour être capable d'entretenir le réseau routier et aussi, essentiellement, là, développer l'offre de transport collectif. Donc, c'est une première tendance de fond qui est très, très forte. D'autre part, il y a une autre tendance de fond, et je serais curieux d'entendre Jean-François là-dessus. Il y a une autre tendance de fond dont on parle depuis longtemps et qui se développe. Bon, il y en a qui avaient des très enthousiastes là, qui disaient qu'on y serait en 5 ans, en 10 ans. Puis bon, on comprend que ça va s'étendre sur plusieurs décennies, d'autant plus qu'on est dans un climat particulier, l'hiver, l'entretien des routes, tout ça compte pour beaucoup dans l'apparition et la démocratisation des véhicules autonomes ou aussi appelés automatisés, donc des véhicules qui se conduisent tout seuls. Moi, j'ai grandi avec K2000 quand j'étais jeune. Donc, le fantasme du véhicule qui se conduit tout seul, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous.
Et en même temps, on sait que les constructeurs travaillent beaucoup là-dessus. Les aides à la mobilité à l'intérieur de n'importe quel véhicule neuf à acheter aujourd'hui, il y a plusieurs capteurs, contrôleurs. On comprend que les véhicules sont de plus en plus, entre gros guillemets, intelligents. Donc, c'est une tendance aussi qui s'en vient de plus en plus. Mais en même temps, il y a des gens qui lèvent la main en disant, mais oui, mais attention, là, si on veut régler convenablement nos problèmes de congestion qu'on a, qui sont criants dans certaines régions du Québec, qui sont très, très grands, est-ce que le véhicule autonome privé, qui plus est, là, va vraiment nous aider à réduire ces problèmes de congestion-là? Parce que s'il y a une troisième tendance qui est importante, c'est la congestion routière qui ne fait qu'augmenter à peu près partout au Québec, dans les petites comme dans les grandes municipalités. Donc, à la fois pour des enjeux de congestion puis des enjeux de financement de nos réseaux de transport, Jean-François, j'aimerais savoir à quelles conditions l'électrification des transports et l'arrivée éventuelle des véhicules autonomes pourraient être des tendances qui vont nous permettre d'endiguer nos problématiques environnementales, sociales et économiques qu'on vit actuellement et qui vont avoir tendance à augmenter si rien n'est fait. Oui, OK, super question large là. Alors, d'abord sur la tarification, je veux dire, alors, je vais utiliser une anecdote là pour un peu démarrer tout ça. Il y a des économistes qui nous disaient il y a quelque temps, puis en fait, je suis un peu d'accord avec eux. Ils disaient en fait, on a un modèle qui ne fonctionne pas. Puis l'exemple qu'ils utilisaient, c'était par exemple les cigarettes. Okay? Cigarettes, on sait que c'est néfaste. Sur la vie d'une personne, il y a des coûts de santé qui sont très, très élevés. Il y a vraiment des impacts sociétaux qui sont majeurs. Pourtant, de commencer à fumer, ça coûte pas très cher. Ça coûte un paquet de cigarettes. Et ça coûte 12 $. Puis une fois qu'on embarque là-dedans, un 12 $ à la fois, enfin, je sais même pas ce que ça coûte un paquet de cigarettes. C'est peut-être plus que ça maintenant, mais c'est certainement pas très, très cher. Alors, eux disaient, est-ce qu'on devrait pas plutôt dire aux gens, vous avez besoin d'un permis pour commencer à fumer, puis le permis va vous coûter 150 000 $. Okay? Une fois que vous avez votre permis, ben là, vous pouvez fumer si vous voulez parce que vous aurez payé les coûts. Alors, au lieu de payer les taxes petit à petit, une à la fois, où on n'a pas vraiment les humains n'ont pas une très bonne perception à long terme sur ce que ça va leur coûter sur une vie de fumer, que ce soit en coût de paquet de cigarettes ou en coût de la santé. Mais si on met tout ça au tout début, ben là, il y a une transparence et là, les gens disent, ouais, 150 000 $, est-ce que ça vaut vraiment la peine de commencer à fumer pour 150 000 $? Il faut vraiment vouloir. Puis d'habitude, on veut pas tant que ça. Alors, on pourrait appliquer ce modèle-là à d'autres choses, comme par exemple, il y avait la proposition de le faire pour les casinos. Alors, plutôt que de perdre 5 pièces à la fois dans un casino, ben là, avant de rentrer dans le casino, on paye 20 000 $. Puis là, après, une fois qu'on est rentré dedans, ben au moins, c'est kiff-kiff. On a peut-être 50 de chance de gagner. C'est peut-être équivalent. Mais on sait en rentrant qu'on perd de l'argent. Et là, les gens prennent des décisions beaucoup plus éclairées sur ce choix-là. Est-ce qu'on pourrait appliquer ça peut-être à la voiture? Je pensais à l'université l'autre jour, il y a une grosse annonce qui dit vous pouvez avoir cette voiture-là, la liberté qui vient avec, pour le prix d'un chai latte par jour. Okay? Mm-hmm. C'est exactement le même problème. Une fois qu'on a embarqué sur le prix d'un chai latte par jour, on n'a pas la transparence sur ce que ça nous coûterait pendant une vie. On prend des habitudes qui vont coller pour très longtemps. Finalement, on décide d'habiter quelque part où la voiture est nécessaire parce que de toute façon, on l'a, etc., etc. Puis là, c'est très difficile de revenir en arrière. Alors, je pense qu'il faut penser à la tarification un peu comme ça. Il faut qu'il y ait une transparence que les gens comprennent. Bon. Cela étant dit, et c'est ce que certains pays font en passant à la Norvège, tout ça, en taxant les véhicules, l'Europe en général taxe beaucoup les véhicules, l'Australie, quand on achète des véhicules, à essence ou non, on a tendance à payer beaucoup plus cher à l'achat, puis ça fait réfléchir peut-être une deuxième fois. Cela étant dit, une taxe kilométrique, oui, ça peut être utile parce que au trajet, ça nous donne une certaine transparence. On comprend que peut-être qu'il y a un choix à faire, même si j'ai une auto, si je sais que ça va me coûter un peu plus cher de l'utiliser à l'heure de pointe, si ça me coûte plus cher d'aller au centre-ville, peut-être que je vais prendre un autre choix et peut-être qu'éventuellement, je vais délaisser la voiture. Alors, la taxe kilométrique, elle peut être utilisée certainement pour gérer les comportements, si on veut, et je pense qu'elle a un impact là, en plus de son impact, disons, d'aider le gouvernement à financer son réseau.
ce qui, je dirais, est presque peut-être d'un intérêt secondaire à celui de vouloir aider à changer les comportements. Bon, il y a un lien avec les véhicules autonomes, avec tout ça. C'est que le véhicule autonome, c'est un outil absolument incroyable qui peut avoir un impact considérable, positif comme négatif. Tu l'as dit tantôt, si tout le monde a accès à un véhicule autonome privé, on va dire, ben, finalement, moi, je vais aller au bureau en véhicule, je vais le renvoyer à la maison pour ramasser ma fille, l'amener à sa pratique de soccer, rentrer, amener quelqu'un d'autre faire l'épicerie, etc. Ben, on peut dire, oui, je réutilise une voiture, mais en même temps, je viens de doubler le nombre de trajets sur la route avec des véhicules vides. Hein, il y a 2 fois plus de trajets, donc ça contribue à la congestion, ça contribue à l'utilisation de l'espace, tout ça. Donc, il y a certainement un aspect négatif là-dessus. Alors, ce qu'il faudrait faire, ce serait plutôt avoir des véhicules autonomes qui sont partagés, alors voire publics, des navettes, des genres de taxibus qui ramassent des gens, les déposent, des véhicules de transport en commun, finalement, qui sont utilisés pour faire ces déplacements-là. Et quand on regarde les modèles de développement des véhicules autonomes, ce qui n'est pas surprenant, ce qu'on voit se développer en Europe, c'est beaucoup des navettes collectives. C'est ce genre de projet-là qui est mis de l'avant, qui est utilisé. Si on regarde les constructeurs automobiles et surtout aux États-Unis, les projets qu'on voit beaucoup sont des véhicules individuels. Donc, ces véhicules autonomes, c'est une chose, mais par contre, quand on le déploie, ce sont 2 choses très différentes et selon leur utilisation, ça peut avoir un impact très différent. Alors, je reviens à la question de tarification. Alors, on sait que la tarification peut être utilisée. Par contre, ça, c'est une bombe politique, hein, et on sait que tous les politiciens sont allergiques à ce genre de bombe-là. À partir du moment où on dit on va tarifier l'utilisation de la route, ça va sauter aux barricades, ça va être un débat houleux, mettons. Et ça, je pense qu'on le sait. Même si on a déjà un parti pris d'un côté ou de l'autre, on sait que ça ne va pas être agréable comme discussion et les politiciens s'en doutent bien. Alors, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut introduire ce genre de conversation sur la tarification. Et moi, je pense qu'une façon intéressante de le faire, c'est justement à travers les véhicules vides. C'est de dire, un véhicule vide qui utilise la route, est-ce qu'elle ne devrait pas payer? Est-ce qu'elle ne devrait pas payer pour l'utilisation de la route? Et je pense qu'il n'y a pas de droit acquis là, à des véhicules vides de rouler sur la route parce que ça n'existe pas encore. Il n'y a personne qui peut dire, vous allez m'enlever le droit d'avoir mon véhicule autonome qui se déplace vide sur la route. Non, c'est pas un droit acquis. Puis vous prenez de la place et la plupart des automobilistes même seraient d'accord avec ça en disant, c'est vrai, je vais voir des véhicules vides sur la route, ça va m'empêcher de circuler, ça va créer du trafic. Donc, je suis d'accord pour une taxe sur les véhicules vides parce que c'est une utilisation inefficace des routes. Ben, c'est parfait, ça. Ben, commençons par là. Une fois qu'on aura commencé là, ben, on revisitera. Parce que peut-être éventuellement, on se rendra compte qu'un véhicule vide, c'est inefficace, mais une personne par véhicule, c'est pas beaucoup plus efficace. Peut-être 2, peut-être 3, ce serait mieux. Puis on peut changer, on peut amorcer ce changement de comportement, puis l'acceptation de différents modes de tarification avec des projets comme ça. Maintenant, le plus on attend qu'on frappe un mur, le plus difficile, ça va être de faire un projet pilote qui a un horizon assez long pour aider à modifier les comportements tranquillement. C'est la même chose que la réduction des gaz à effet de serre. Si on avait commencé il y a 20 ans, ça aurait été tellement plus facile que d'attendre à la dernière minute quand on est au mur. Là, il faut qu'on descende nos émissions de gaz à effet de serre très rapidement. Ça devient un choc économique très difficile. Bien là, pour les changements en tarification automobile, c'est la même chose. Si on commence maintenant, on commence avec les véhicules vides, on commence avec des projets pilotes, les gens vont commencer à s'habituer à ces changements-là. Mais si on attend qu'il n'y ait plus d'argent dans le fort, que toutes les voitures soient électriques, que tout le monde ait des véhicules autonomes, ben là, de dire aux gens, bon, ben, on va aller vers un mode de véhicule partagé, puis on veut plus de covoiturage, puis on va tarifer au kilomètre, ça va être extrêmement difficile. Alors, c'est ça qu'il faut faire. C'est de penser un peu en avance, de préparer des projets pilotes qui nous permettent de comprendre les changements de comportement puis d'y aller comme ça.
Enfin, ce serait ma suggestion si on me le demandait. Si on me le demandait ou si Ouais. on donnait le pouvoir à Jean-François Barsoum, finalement, de l'opérer, parce qu'en fin de compte, tu l'as mentionné toi-même, je veux dire, pour les changements climatiques, on a eu tendance à attendre beaucoup. On a un horizon de combien de temps? J'ai bien vu ta main, Jérôme, là, mais on a un horizon de combien de temps là, avant de voir circuler les véhicules autonomes sur un niveau là, d'autonomie réelle? Euh, Parce que pour Écoute, savoir un peu c'est quoi les échéanciers aujourd'hui, là. oui, oui, ben, enfin, je pense qu'il y a toujours beaucoup de débats là-dessus. Moi, ce que je Hmm. dirais, puis c'est peut-être, c'est un peu contentieux, là, ce que je veux dire, mais ce serait de dire que la technologie existe déjà pour le faire. Elle Mhm. est déjà là. Cependant, elle coûte cher. Alors, c'est vraiment une question de à quelle vitesse est-ce qu'on va pouvoir réduire le coût de ces technologies-là qui va nous permettre de déployer ça à grande échelle. Alors, les gens se moquent un peu de Tesla parce que ça fait des années là, qu'ils nous disent qu'ils vont avoir, que leurs véhicules vont être autonomes. Mais si vous regardez, il y a des véhicules qui se déplacent aux États-Unis maintenant, là, que des gens ont acheté comme ça, qui ont le logiciel bêta. Et puis, il y a peut-être une intervention sur le volant par jour que les gens font. Alors, c'est pas un système parfait, on s'entend. Il faut toujours avoir la main sur le volant, il faut toujours faire attention. Mhm. Puis les gens vont dire, oui, mais la fois où tu as eu à faire une intervention, peut-être tu aurais eu un accident, donc le système n'est pas prêt. C'est vrai. Et cette dernière intervention-là va être la plus difficile à régler. Mhm. Par contre, on aurait posé la même question il y a 2 ans. Les gens vont dire, ça va prendre encore une décennie avant qu'on arrive même là. Donc, je pense que les horizons sont plus courts que ce que les gens pensent. Mhm. Les obstacles sont au niveau du coût de la technologie, puis sont au niveau de l'acceptabilité sociale de ce genre de technologie-là et donc de la législation qui va encadrer ça. Par contre, le jour que New York dit, moi, je suis d'accord d'avoir des véhicules autonomes sur mon territoire, ou que l'Ontario dit la même chose en passant parce qu'ils disent, ben, on a plein de constructeurs automobiles ici, puis on veut faciliter la fabrication de véhicules autonomes en Ontario pour notre économie et tout ça, donc on va permettre la circulation de véhicules autonomes. Vous pensez pas qu'un véhicule autonome qui arrive à la frontière du Québec, puis là, qui dit au conducteur, bon, ben là, il faut que tu prennes ton volant parce que le Québec ne le permet pas. Bon, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont dire, ben, c'est pas acceptable, ça. Alors, il va falloir, je pense, suivre si on ne veut pas mener. Et je pense que ce qu'on devrait faire, donc, c'est de mener avec beaucoup plus de projets pilotes de véhicules partagés, Mhm. autonomes, et un encouragement même aux OPTC d'expérimenter avec cette technologie-là. Je sais que ça aussi, il y a des questions de syndicats, de chauffeurs, mais c'est vraiment dans des endroits où l'autobus de 40 pieds avec un chauffeur n'est pas viable. Quand on va dans des zones périurbaines, il Mhm. n'y a pas nécessairement beaucoup de gens. On doit amener ces gens-là vers des modes plus lourds de transport en commun. De faire circuler un autobus aux 15 minutes, c'est pas faisable, mais une navette autonome qui va ramasser les gens sur demande pour les amener à la station de train, peut-être que ça se ferait. Et c'est dans ce contexte-là, je pense qu'on devrait faire le plus d'expérimentation. Oui, je me permets de souligner que le RTC à Québec va mettre prochainement sur pied son service de Flexibus, qui est des bus avec une capacité de 8 passagers, je pense, avec chauffeur, évidemment, là, pour l'instant, là, considérant là, la technologie et l'acceptabilité, les éléments que tu as mentionnés tantôt. Mais effectivement, ce serait un bon milieu. Puis il y a eu une expérience aussi assez concluante là, du côté de la rive sud de Montréal, là, si ma mémoire est Candiac, bonne oui. aussi. Candiac, exactement. Oui, oui. Il y a eu Candiac, il y a eu. Alors, ça, ce sont des projets, je dirais, de démonstration. Du moins, celui de Candiac, il y en a eu un autre au centre-ville là, qui s'est fait autour du stade olympique, Ah, mais je etc. parlais Donc, pas de navette autonome, je parlais pas de navette autonome, je ah, parlais de de transport à la taxibus. demande. Oui, c'est ça OK, oui, exactement. oui. Ouais, c'est ça. Oui, Mais oui, oui, il y oui. a eu tu fais bien de le rappeler, effectivement, il y a eu des projets pilotes ou de démonstration en fait, de navettes autonomes là, qui étaient. Il y avait toujours un chauffeur encore, le même principe que tu disais tantôt. Mais donc, ça se peut, ça fonctionne. Oui. Euh, Jérôme, tu avais levé la main tantôt. Si tu veux intervenir, là, sens-toi à l'aise de le faire dès maintenant. Oui, oui, ben, en fait, je voulais rebondir sur deux éléments, là. Donc, d'une part, c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec Jean-François sur la mutualisation des flottes de véhicules Mhm. autonomes et sur le besoin que ces véhicules-là soient partagés. Par contre, on a un peu eu une espèce pas de projet pilote, mais d'expérimentation de ce à quoi ça pourrait ressembler avec ce qui s'est passé avec le ride-sharing, avec Uber, Lyft et ces autres entreprises-là
au cours des 10-12 dernières années, ce qu'on a vu, c'est que ça a offert un transport à la demande peu coûteux parce qu'il était notamment subventionné par ces grosses entreprises-là pour dominer le marché. Ce qu'on a vu, c'est que ça a augmenté la congestion dans beaucoup des cœurs des grandes villes américaines, San Francisco, New York. Différentes études ont démontré que du transport à la demande de cette façon-là était responsable d'une augmentation de la congestion dans ces villes-là. Il y avait notamment, on volait des clients au transport collectif. Donc, c'était pas uniquement pour complémenter le transport collectif, mais il y avait vraiment une concurrence avec le transport collectif. Même chose pour le transport actif. Ça n'a pas amené les effets escomptés de réduction de la motorisation individuelle nécessairement. Donc, il faut vraiment s'assurer que s'il y a une mutualisation de la flotte de véhicules autonomes, il faut s'assurer que les coûts pour utiliser ce type de service-là reflètent réellement les coûts qu'on veut mettre pour s'assurer que ça ne devienne pas que ça n'empêche pas les gens ou que ça ne détourne pas les gens des modes de transport actifs et collectifs qu'on essaie de faire la promotion. Mais c'est sûr qu'il y a un gain énorme qui pourrait être fait avec les véhicules autonomes au niveau de la sécurité routière. Ça, c'est attendu de ce type de véhicule-là. Sinon, pour revenir sur la taxe kilométrique, ça tombe bien parce que j'ai travaillé la semaine dernière à rédiger un billet de blog pour 1.5 sur cette question-là. Donc, je pense que Jean-François a amené beaucoup d'éléments intéressants. Comment est-ce qu'on arrive? Parce que la grosse question, c'est comment on met ça en place. Je pense que les experts s'entendent que ça prend à peu près au minimum 10 ans pour arriver à ce que ce soit lancé comme projet et avant qu'on ait une mise en œuvre complète de ce type de taxes kilométriques appliquées à l'ensemble des véhicules, notamment les véhicules privés. Parmi les éléments qui peuvent contribuer, parce que l'idée, c'est que ça vienne régler des problèmes. Un des premiers problèmes, c'est qu'on a actuellement, il y a un manque à gagner dans le fort. Étienne, comme tu disais, le Fonds des réseaux de transport terrestre. Les taxes sur les carburants diminuent malgré l'augmentation de l'utilisation des véhicules et notamment en raison de l'électrification et de l'augmentation de l'efficacité énergétique des véhicules. On a une augmentation des dépenses en entretien des routes et donc on n'arrive plus. Et donc, on se retrouve à financer à travers les impôts généraux et notamment à travers les impôts fonciers au niveau municipal, les routes. Donc, tout le monde finance les routes qui ne sont pas utilisées par tout le monde finalement et ça, c'est un enjeu. Donc, il y a un principe d'utilisateur payeur derrière une taxe kilométrique. Il y a un principe aussi d'éco-fiscalité qu'on peut instaurer, c'est-à-dire qu'on vise à faire payer pour les externalités qui sont actuellement pas assumées par les automobilistes. Donc, évidemment, les gaz à effet de serre, la pollution de l'air et la congestion aussi. Donc, ça devient un outil de réduction des gaz à effet de serre, un outil de gestion de la demande et donc de gestion de la congestion. On estime qu'à travers des outils, en rendant plus saillants les coûts réels d'utilisation de l'automobile, parce qu'on dit toujours que le prix est un incitatif très important pour les consommateurs. Oui, s'ils connaissent le prix, mais souvent, si je prends ma voiture, si je pars de chez moi, je prends mes clés, je prends ma voiture, puis je m'en vais au centre-ville, je ne sais pas combien ça me coûte ce trajet-là en réalité. Je ne le sais pas. Par contre, je le sais que le transport collectif, combien ça va me coûter en transport collectif, ça, je le sais. Mais donc, on n'a pas toutes les informations. Les gens n'ont pas toutes les informations pour bien faire ce calcul-là. L'idée d'une taxe kilométrique, ça serait de rendre plus saillant le prix. Et donc, on estime qu'il y aura un changement de comportement. Autant, ça permettrait de rediriger des gens qui pourraient faire le choix de se tourner vers d'autres modes de transport, vers des alternatives de transport. Ça pourrait amener les gens, si cette tarification kilométrique-là, il est modulé en fonction des heures de la journée, de la localisation géographique. On peut estimer que ça va amener les gens à faire des déplacements optionnels à d'autres heures de la journée qu'en pleine heure de pointe. Et à plus long terme, il est même estimé que ça peut contribuer à réduire l'étalement urbain en rendant plus saillant justement les coûts réels du transport d'aller s'établir à 30 km de son lieu d'emploi. Au niveau de ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on arrive à convaincre finalement la population? Parce que de un, il manque d'informations. Demander c'est quoi une taxe kilométrique à des gens sur la rue, je ne suis pas sûr que tout le monde est capable de bien expliquer c'est quoi. Donc, la transmission d'informations claires, transparentes, partout et à toutes les étapes du projet est essentielle. Des étapes de consultation du projet, puis pas juste des consultations pour paraître, mais des consultations réelles où les gens vont avoir l'impression que leurs opinions vont réellement être entendues par rapport à un tel projet. C'est absolument essentiel. Puis, il y a d'autres éléments aussi. Différents sondages qui ont été faits permettent d'établir notamment que les gens seraient plus favorables à une tarification kilométrique si ça sert aussi des objectifs environnementaux et des objectifs de gestion de la demande, justement. Et si l'argent qui est collecté avec ça, oui, ça sert aux routes, mais ça sert aussi à financer les alternatives à l'automobile comme le transport collectif. Donc, c'est trois éléments qui font que les gens sont plus en faveur de
d'une tarification kilométrique. Ça, et comme Jean-François l'a dit aussi, l'idée de faire des projets pilotes, ben, c'est un peu tester la technologie, tester les effets sur les comportements, mais aussi démystifier c'est quoi une taxe kilométrique, comment ça fonctionnerait. Puis il y a plusieurs projets pilotes qui ont été faits en ce sens-là aux États-Unis, dans plusieurs États. Puis des enquêtes avant-après auprès des participants au projet pilote ont permis de démontrer que l'approbation et le support à une taxe kilométrique a augmenté de façon générale après les projets pilotes, avec la participation à un projet pilote. Donc, lorsque les gens expérimentent ce à quoi ça ressemble réellement, une taxe kilométrique, ils ont plus de chances donc de supporter la mesure. Mais évidemment, ça va prendre une volonté politique importante pour lancer ce projet-là, ça c'est certain. Ouais. Il y a une question qui est rentrée en passant dans le petit chat, question-réponse, qui parle des gens qui habitent loin de leur travail ou qui habitent en zone périurbaine, mais je veux souligner qu'une taxe kilométrique, elle n'est pas nécessairement fixe. Non, ça coûte peut-être plus cher dans une zone densément peuplée où il y a beaucoup d'alternatives de transport en commun, puis que si on habite en zone rurale, dans le milieu de la nuit, sur une autoroute, ben, là, ça va pas nécessairement coûter très cher ou rien du tout peut-être. Alors, il faut justement équilibrer puis utiliser ces projets pilotes pour démystifier, comme tu dis, mais aussi pour essayer de comprendre l'élasticité de la demande par rapport au prix et puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans le fond pour des problèmes de congestion, c'est une chose, pour les choix de véhicules, ça va être une autre chose, puis les échelles de temps pour les changements de comportement vont pas être les mêmes. Alors, je ne vais pas changer de véhicule tous les ans. Alors, pour voir l'impact sur les achats de VUS ou de pick-up, ben là, ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour voir cet impact-là que sur les heures auxquelles je choisis d'aller au bureau. Mais tout ça, je pense que ces projets nous aideraient à le comprendre et vraiment, il y a même des États aux États-Unis qui le font déjà. Alors, vraiment, il n'y a pas d'excuse pour qu'on le fasse pas ici, là, des projets pilotes en taxe kilométrique. C'est vraiment un no-brainer, comme on dit en chinois. Oui, puis c'est une mesure qui est quand même souvent vue, expérimentée, même établie. Là, en Europe, on en voit souvent. Là, on a un transpondeur là, qui finalement détecte automatiquement. Les gens s'imaginent que c'est encore la monnaie qu'on dépose dans un panier comme on avait anciennement au Québec ou qu'on voyait aux États-Unis. Donc, ça existe des façons qui sont très agiles, très fluides, qui ne ralentissent pas finalement la circulation, puis qui viennent en même temps renforcer l'idée qu'on a un comportement et qu'on a à payer pour ce choix-là aussi. Donc, c'est le principe, là, je vais féminiser moi aussi, mais de la pollueuse-payeuse. Super intéressant. Est-ce qu'il y aurait aussi, on parle beaucoup de la taxe kilométrique là, parce que c'est un sujet quand même qui est beaucoup discuté dans les milieux environnementaux au Québec, puis il y a eu des rapports, notamment de l'Alliance Transit, là, qui ont été rendus publics récemment. Donc, c'est évidemment un sujet là, qui revient souvent, mais est-ce qu'il y a aussi à faire, puis je pense, Jérôme, tu l'as abordé un petit peu, mais la question du choix de localisation. On sait que beaucoup de ménages vont choisir de s'établir. Souvent, il y a des moments clés, il y a des moments charnières là, dans la vie, quand on a des enfants, par exemple. Donc, vont choisir de s'établir dans certains secteurs des villes en fonction de certains paramètres. Ils pensent avoir beaucoup d'informations, ils regardent ça de façon le plus objective possible, mais en même temps, ils vont prendre la décision sur le coût du terrain, le coût du bâtiment, puis ils vont arrêter leur analyse à ce niveau-là, alors qu'on sait qu'il y aurait probablement plus de gains pour eux à payer un petit peu plus cher pour une maison, mais plus proche des services de transport en commun ou plus près du centre-ville, même si ça coûte plus cher, mais c'est un actif qui gagne de la valeur, plutôt que de s'établir loin, perdre beaucoup de temps dans le trafic, s'acheter une première, une deuxième, des fois une troisième ou une quatrième voiture quand les enfants sont en âge de conduire et ont leurs propres activités. Bref, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à ce moment-là à vulgariser sur le choix de localisation qui a un impact absolument incroyable sur les niveaux de congestion, sur la pollution et sur la mobilité en général là, au sens large? Ben oui, tout à fait. Les gens estiment extrêmement mal les coûts de transport additionnels que ça représente d'aller s'établir très, très loin. On néglige le fait qu'on va peut-être avoir besoin d'une deuxième ou même d'un troisième véhicule. On ne sait pas, parce que à la base, on ne sait même pas, la majorité ne savent pas, les 2 tiers des CA Québec avaient fait une enquête, et 2 tiers des Québécois ne savent pas exactement combien leur coûte leur voiture par année. Donc, déjà là, ça part mal. Ça part mal pour faire une évaluation objective de combien ça va nous coûter de s'établir à un certain endroit. Moi, ce qu'on me répond tout le temps par rapport à ça, c'est oui, mais tout le monde n'a pas le financement nécessaire pour mettre
cash down, excusez, je cherche le mot en français. Là. La mise de fonds. La mise de fonds, exact. La mise de fonds pour pouvoir s'acheter une maison en ville. Tu l'as dit, Étienne, oui, il y a en ville, mais il y a aussi déjà, si on habite en banlieue, mais beaucoup plus proche des services de transport collectif lourd, ben, il y a déjà un gain qui est fait là par rapport à aller s'établir dans des développements de troisième couronne où il n'y a absolument aucune alternative à l'automobile. Puis à ce moment-là, ça rend vraiment les gens captifs de ce mode de transport-là. Donc, développer des mécanismes pour rendre plus saillants les coûts des transports et amener les gens à réfléchir. Donc, je pense qu'il y a une éducation à faire à la population pour vraiment les amener à, OK, comment on évalue nos coûts de transport? Puis ça, c'est à nous, les experts, de mettre en place des outils pour être capable de bien calculer qu'est-ce que ça représente d'aller s'établir à un certain endroit. Moi, je sais que Catherine Morancy et sa chaire réfléchissent à ça aussi, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire un outil pour vraiment, OK, j'entre la maison, l'adresse de la maison que je contemple, j'aimerais vraiment acheter cette maison-là. Sortez-moi combien ça me coûterait annuellement à ma famille pour se déplacer par rapport à où j'habite actuellement. Puis là, ça permettrait aux gens déjà de faire une décision beaucoup plus éclairée par rapport à ça. Puis un autre élément aussi, je pense, c'est la prise en compte des prêts automobiles lorsque vient le temps de contracter un prêt hypothécaire. Je ne suis pas l'expert là-dessus, mais est-ce que les banques ne négligent pas un peu le poids que va avoir la contraction future d'un prêt automobile additionnel pour la deuxième voiture lorsqu'on octroie un prêt hypothécaire pour une maison qui est située très, très loin du lieu de travail? Donc, il y a aussi là, des trucs plus institutionnels comme ça qui doivent être réfléchis pour s'assurer que les gens ne puissent pas s'endetter à outrance en devant s'acheter un deuxième véhicule pour payer une maison qui, à l'origine, était moins chère que celle plus proche. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais... Oui, c'est bien. Ce serait. Oui, non, j'allais juste dire, moi, je pense que c'est une excellente idée, ce truc-là des banques. C'est-à-dire, quand une banque fait un test, est-ce que tu es capable de payer ton hypothèque? Ils vont rentrer les taxes municipales, ils vont rentrer toutes sortes de choses, mais disons, la qualification, la quantification des coûts de mobilité, je pense pas qu'ils font une différence si tu habites en ville ou si tu habites ailleurs. Pour eux, tu arrives à un certain pourcentage, c'est bon, mais de dire il faut vraiment utiliser une valeur qui est pertinente ou qui est réaliste selon la localisation de l'endroit, ça, je pense que ce serait une méthode. Et le gouvernement fait déjà beaucoup d'ajustements sur les politiques que les banques doivent utiliser justement pour accepter des prêts, des tests, si on veut, de solvabilité basés sur des taux d'intérêt futurs, etc. Ça, je pense que ça pourrait rentrer là-dedans, certainement, d'exiger ça d'exiger ça de là. Sinon, ben, le plus évident, c'est de repasser ça par le compte de taxes municipales. Mais je pense pas que les municipalités aimeraient nécessairement avoir à s'occuper de ça non plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire, en fait, qu'on renverse un peu les rôles d'évaluation, qu'on fasse payer le prix réaliste, réel des coûts des services en fonction de la distance? Ben, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu fais application à une hypothèque, alors on va regarder ce que la maison te coûte, mais on va regarder aussi les taxes municipales et les taxes scolaires, et ça, c'est rajouté au montant. Donc, quand on vérifie est-ce que tu es capable de payer ton hypothèque, ça, c'est déjà pris en compte. Alors, si dans le montant de taxes municipales, il y avait déjà un ajustement pour dire, ben ça, c'est ton compte de taxes municipales, mais par contre, il faut le majorer de X parce que dans cette municipalité, les taux de transport sont beaucoup plus élevés. Alors, c'est un calcul comptable ou un calcul arithmétique là, pour essayer d'ajuster. Ça pourrait l'aider. La difficulté que les municipalités ont, dans le fond, puis ça revient à la fiscalité tantôt, mais c'est le mode de financement des municipalités est très basé sur la taxe foncière, puis c'est pas du tout ce qui va encourager, si on veut, des comportements positifs. Là. Eux veulent développer pour avoir plus de maisons, veulent encourager les gens à bâtir des maisons, développer le territoire le plus possible jusqu'aux limites. Puis, s'il y a quelqu'un qui doit s'acheter 3 voitures parce qu'il y a 3 conducteurs dans la maison, ben tant pis, c'est pas dans le fond, c'est pas à eux de s'en occuper. Non, effectivement. Il y a effectivement un petit problème d'iniquité là aussi, là, parce que d'une part, les villes sont effectivement pognées avec le système des impôts fonciers, des taxes foncières qui génèrent grosso modo la plus grande part de leur budget d'opération, mais d'autre part, les taxes sont collées sur la valeur de la maison. Donc, alors qu'on sait qu'au centre-ville, opérer des services
que ce soit la collecte des ordures, l'asphaltage, les trottoirs, l'électricité, peu importe, là, ça coûte beaucoup moins cher au centre parce qu'on a plus de payeurs de taxes par kilomètre de route. Alors, évidemment, il y a des conséquences, effectivement, qu'il faudrait creuser éventuellement dans la fiscalité municipale pour arriver à quelque chose de plus équitable, peut-être, là, à l'intérieur du territoire, même des villes, mais aussi qui permettrait de limiter certainement l'étalement urbain qu'on observe aujourd'hui. Peut-être juste un dernier sujet là, que je trouve chez nous à Québec, vous savez, c'est notre dada, c'est notre grand sujet préféré. On ne parle que de ça, que ce soit une élection fédérale, québécoise ou municipale. On parle beaucoup du projet qui fait les manchettes, le troisième lien entre Québec et Lévis. C'est un projet dont on parle aussi beaucoup à Montréal et je pense que ça s'est même rendu jusqu'à Glasgow. Donc, ce projet-là fait le tour de la planète maintenant. Donc, vous le connaissez, c'est un projet là, autoroutier là, essentiellement là, entre Québec et Lévis. Un projet qui est évalué à quelque chose comme 10 milliards de dollars puis qui pourrait avoir des augmentations de coûts assez incroyables. On parle d'un tunnel là, de 8,3 km avec un diamètre de 19,5 mètres de large. Là, pour votre information, les tunneliers de 19,5 mètres de large, ça ne se fait pas encore. Ça n'existe pas. Les plus gros tunnels qu'on fait au monde, c'est 17 mètres et demi. Donc, on est vraiment dans de la nouvelle technologie. Il y a toutes les chances que les coûts augmentent hein, quand on est les premiers à expérimenter de nouvelles technologies. Des fois, il y a des dépassements de coûts. Donc, et puis, ben, c'est ça, ce que je disais, c'est que finalement, ce projet-là, il fait la manchette parce que, justement, on est dans une période importante avec la tenue de la COP26. On parle beaucoup de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ce projet-là, ben, le gouvernement s'est dit prêt à le défendre, même jusqu'à Glasgow. Et il a eu des questions des journalistes et des groupes qui sont présents de la société civile. Et il a défendu ce projet-là en disant, ben non, faut faire des choix, puis on va, comme on l'a dit depuis tantôt, beaucoup vers l'électrification des transports. Et ce projet-là va se faire. Il va se faire malgré d'éventuels avis défavorables des différents processus d'évaluation environnementale qui auront lieu. On sait déjà que le gouvernement du Québec va faire son évaluation environnementale et le nouveau ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, Stephen Guilbeault, a annoncé qu'il ferait aussi une étude environnementale fédérale sur ce projet-là. Donc, il y aura toute une bataille pour savoir est-ce que c'est de juridiction fédérale ce projet-là? Est-ce que le gouvernement, s'il s'avérait que l'étude est négative, est-ce que ce projet-là pourrait être arrêté par le gouvernement fédéral? Il y aura beaucoup de discussions à venir éventuellement, mais ce qui va nous occuper à court terme, c'est vraiment les études, les processus auxquels la société civile, les experts pourront participer éventuellement là, dans les mois qui viennent. Je l'ai dit, ce projet-là, c'est 10 milliards de dollars. Donc, ma question, je voulais vous la poser comme suivant, là, comme suit. En fait, là, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 10 milliards de dollars? Parce que il y a toujours un coût d'opportunité. Hein. Quand on a un projet sur la table, c'est un choix qu'on fait, c'est un projet d'infrastructure majeur au Québec. Ce serait probablement le projet le plus important. Turco n'avait même pas cette valeur-là, le grand échangeur de Montréal. Mais 10 milliards réservés pour faire un tunnel pour environ 30 000 déplacements par jour. C'est un choix, mais c'est un choix qu'on fait et cet argent-là ne va pas dans d'autres infrastructures dont on pourrait avoir besoin au Québec. Donc, je vous pose la question, là, dans le contexte, avec tout ce qu'on vient de discuter, là, de quoi on aurait besoin au Québec et au Canada là, pour lutter contre les gaz à effet de serre, qu'est-ce qui serait plus sensé de faire avec 10 milliards? En prenant pour acquis que vous n'êtes pas favorable au troisième lien. Je m'excuse, je pose la question avec un biais très fort, mais je vous pose la question comme ça. Peut-être Jean-François en premier? Au Québec ou à Québec? Parce que c'est pas la même chose. Québec, okay. Ouais, les deux réponses peuvent se faire. Les deux. Ben, parce que si on prenait en compte que le tunnel se fait, je veux dire, surtout pour la population de Québec, ben, j'imagine qu'il faudrait remplacer ça avec quelque chose dans la même région. Regarde, j'ai pas fait une évaluation de tout ce qui serait possible, mais c'est une maudite belle liste d'épicés pour 10 milliards de dollars. Hein? Puis si c'était pour construire un réseau de transport structurant, mettons, à Québec, à Lévis, même le connecter par le pont de Québec, je veux dire, tu peux faire quelque chose de bien. Tu peux rajouter un paquet de traversiers là, qui vont aller de Lévis à Québec très souvent. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire. Puis, je pense que ce que le gouvernement a de la difficulté à croire, et ça, on l'a entendu de leur part, c'est qu'il existe la notion de demande induite existe.
Si tu construis quelque chose comme un pont, mais aussi comme un réseau de transport structurant, aussi comme rajouter des lignes d'autobus et tout ça, tu vas changer les comportements des gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens s'habituent à l'offre, puis ils vont ajuster leur comportement pour s'ajuster à l'offre. Tu rajoutes un métro à côté de chez moi, c'est sûr que je vais l'utiliser. Là, le REM va passer à côté de chez moi dans quelques années. C'est évident que ça va changer mes comportements. C'est évident aussi que ça va changer le prix des propriétés autour. Tout ça, c'est évident. Alors, quand on construit un tunnel, il faut absolument qu'on comprenne que ça va avoir un impact. On sait que ça va créer de l'étalement urbain. C'est surtout pour les voitures, ce tunnel-là. On sait que ça va continuer à, même si c'est des voitures électriques, là, on a parlé tantôt, ça va pas régler le problème. Donc, j'irais même jusqu'à dire, puis c'est peut-être trop optimiste, que ce projet-là a tellement pas de sens que je doute qu'il voit vraiment le jour. C'est tellement cher pour quelque chose qui a un résultat qui est, ça prendrait vraiment juste un refus d'un gouvernement de le financer, ça prendrait un changement de gouvernement pour dire ça n'a pas de sens. J'ai de la difficulté à croire qu'on serait prêt à faire un éléphant blanc comme ça, à ce point-là. Mais cela étant dit, si j'avais à le réutiliser, la réponse très rapide, réseau de transport structurant à Québec, leur donner un système qui leur permet vraiment de perdre leur dépendance à la voiture. Québec, c'est une ville qui est bien dense du côté de la vieille ville. Tout ce qui s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui s'est fait après, c'est une des villes les plus étalées en Amérique du Nord. C'est l'endroit où il y a le plus de kilomètres d'autoroute par habitant et je pense qu'il faut les aider à sortir de cette dépendance du véhicule. Donc, c'est ça que je construirais, moi. Donc, alors que on éviterait en fait aussi de repousser encore ou de continuer cette dépendance à l'automobile avec un troisième lien, c'est ce que je comprends de ton plaidoyer. Oui, oui, absolument. Parfait. Jérôme? Je pousserais dans la même direction. Je dirais que qu'est-ce que je ferais avec ces 10 milliards-là? Ben, pour moi, c'est les 10 milliards de tous les Québécois, c'est certain. Là. On parle beaucoup de la région de Québec, mais le premier truc, en effet, pourquoi est-ce qu'on chiale dès qu'il y a un petit dépassement de coût pour le projet de tramway à Québec? Puis, non, faut pas qu'il y ait des dépassements de coût, mais il ne semble pas y avoir de limites pour un projet comme le troisième lien, qui, tout comme Jean-François, je ne pense pas réellement que ça va se réaliser. Il faut continuer la pression, c'est certain, pour s'assurer que ça ne se fasse pas. Tous les experts sont d'accord que ça ne va pas régler les enjeux de congestion. Ça ne satisfait pas un besoin qui est là et qui est réel actuellement. Puis pas juste des experts, on lit des lettres ouvertes, on lit des articles, des éditoriaux, des journalistes. Il n'y a personne qui voit comment ça va être une bonne chose, à part les politiciens du parti qui met de l'avant ce projet-là. On dit toujours que, puis un des petits éléments que je me fais souvent répondre, c'est on n'a pas d'offre, pour bonifier l'offre, de transport collectif. Ben, on peut le bonifier dans les villes à travers des gros projets structurants, sauf que les projets structurants, ça coûte très, très cher. Le REM à Montréal, ça coûte une fortune. Le prolongement de la ligne bleue, ça coûte une fortune. Je dis pas qu'il faut pas les faire, mais je pense que pour aller chercher vraiment de l'efficacité dans chaque dollar qu'on investit dans ces 10 milliards-là, je pense qu'il y a vraiment développé le transport régional par bus qu'on pourrait financer, qui viendrait servir des besoins très spécifiques pour des populations en région. On dit toujours qu'en région, on n'a pas d'alternative. Bien, c'est possible de développer, particulièrement dans le sud du Québec, il est possible de développer ces alternatives-là. En Europe, ils ont beaucoup plus de transport régional qui a de l'allure, qui se tient, qui permettent aux gens de se déplacer entre les villes. On a quand même beaucoup de villes de taille moyenne dans le sud du Québec qui pourraient vraiment avoir une bonification de leur service de transport collectif avec cet argent-là. Je pense qu'il faudrait aussi mettre en place un fonds plus clair pour que les municipalités du Québec soient capables de bonifier considérablement leur réseau cyclable utilitaire notamment pour que le vélo devienne une vraie alternative de transport, puis pas juste dans le cœur de Montréal, pas juste dans le cœur de Québec, mais dans le cœur de plein d'autres villes du Québec qui ont des tailles parfaitement adéquate, parfaitement adaptée au vélo comme mode de transport. Quand une ville qui fait de 3 à 5 km de diamètre, ce sont des distances qui sont tout à fait cyclables. Ben, comment on encourage les gens? Ben, ça prend des infrastructures cyclables protégées, ça prend de l'argent pour faire ces infrastructures cyclables-là, puis les dollars investis en infrastructures cyclables, c'est parmi les dollars qu'on peut investir qui rapportent le plus en termes de bénéfices à la société. Donc, on aurait clairement à investir là-dedans. Tout comme le transport collectif, une étude de 2010 de Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal avait estimé que chaque dollar investi au Québec en transport en commun rapportait 3 fois plus à l'économie du Québec que les dollars investis en route.
Donc, si on veut vraiment rentabiliser ces 10 milliards-là, c'est vraiment pas dans le forage d'un tunnel immense sous le fleuve qu'il faut le mettre, mais vraiment plus dans le développement de notre transport collectif qui bénéficie beaucoup plus à tous les Québécois et les Québécoises. Bien raison, Puis, Jérôme, de mon terminer avec dernier ça. point, Oui. toutes ces infrastructures-là qu'on veut mettre en place, je pense qu'il faut réserver une petite partie du budget pour bien les communiquer, pour bien les promouvoir auprès de la population. Jean-François Barsoum disait qu'on met un métro au coin de ma rue, tout le monde va commencer à l'utiliser. C'est pas tout à fait vrai. Je pense faut que les gens considèrent cette option-là dans leur registre d'options. Les gens qui prennent jamais le transport collectif, pour eux, c'est pas nécessairement une option de le prendre. Comment est-ce qu'on arrive à faire la promotion de ces modes de transport-là dans lesquels on investit de l'argent pour les développer, pour s'assurer que le maximum de gens possible commencent à les utiliser, des gens qui ne considéraient peut-être pas ces options-là dans leur registre d'options à l'origine. Donc, voilà ce que je ferai avec ces 10 milliards-là, en gros. On gardera T'as au raison, moins, t'as raison. on gardera un petit 500 millions là, en publicité pour lutter Exact. contre. C'est quoi T'as ça? raison. Tu as raison que pas tout le monde va l'utiliser, le métro, mais il y a assez de monde qui va l'utiliser que ça va être plein à craquer. Ça, on le sait. Là. Ça va être classe sardine. Alors, la demande t'as induite raison. existe aussi en transport collectif, tout à fait. Donc, Oui. il faut la prévoir dans nos modélisations là, pour s'assurer qu'on désigne pour ce qu'on va induire comme demande en transport collectif. Ça, C'est c'est très clair. Mais c'était un très bon point là, que tu amenais là, finalement de dire que j'ai perdu mon idée, mais non, je reviendrai tantôt, finalement, je m'excuse. Andréane, toi, ton expérience à Glasgow, tu as dit que ça t'inspirait beaucoup, tu tripais sur les réseaux de train notamment qu'il y avait là-bas. Est-ce que ça t'inspire une réponse sur les 10 milliards que tu pourrais, si je te donnais le pouvoir là, de réinvestir ces 10 milliards-là ailleurs, en mobilité à Québec ou au Québec? Qu'est-ce que tu en ferais là? C'est une excellente question. Jérôme m'a devancé sur beaucoup de mes idées, mais ça a l'air qu'ensemble, on gérerait bien une municipalité ou même le Québec, en transport du moins. En fait, un des éléments, c'est sûr que j'imagine que c'est Glasgow, mais le transport ferroviaire, en fait, moi, je dis souvent que, tu sais, je pense qu'au Québec, on a un problème avec il faut revoir comment on pense notre territoire, nos transports. Puis, on a ce que j'appellerais une crise de l'imagination. Il va falloir comme penser, think big, penser à des nouvelles idées, puis revoir toute notre façon de se déplacer, puis d'aménager notre territoire. Puis pour ça, j'aime bien m'imaginer que dans 50 ans, on pourrait avoir un TGV entre Montréal et Québec et Saguenay, et pourquoi pas jusqu'en Gaspésie après ça. Après ça, je pense qu'on a déjà topé le 10 milliards avec ça, mais je vais continuer quand même. La gratuité du transport en commun, je pense que ça serait super important. Pour les jeunes, du moins, au moins, peut-être jusqu'à 25 ans, les moments où on décide si on a une voiture ou non, quand on a son permis. Donc, quand on est jeune, c'est souvent, une fois qu'on a une voiture, c'est assez difficile de ne plus en avoir. Puis c'est ce qui explique en fait le fait que les gens ont toujours plus de voitures, que le nombre de voitures augmente en fait. Donc, c'est sûr que la gratuité, c'est super important. Après ça, je ne sais pas si vous avez vu ces initiatives-là, mais il y a des villes comme Plessisville puis Nicolet qui offrent des pick-up que les gens peuvent utiliser. En fait, quand ils le veulent, là, comme ça, ils peuvent avoir une petite voiture au quotidien. Puis pour les quelques fois dans l'année où ils vont faire un déménagement ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, ils vont l'utiliser. Je pense que c'est le genre d'initiative qu'il faut vraiment multiplier. Puis finalement, peut-être un autre nouvel élément que j'amènerais, c'est au niveau de la publicité automobile, parce que si on se dit qu'on veut la retirer pour qu'elle soit cohérente avec nos objectifs climatiques plus largement, il va aussi falloir trouver une façon de compenser les médias qui doivent continuer de nous donner de l'information non biaisée et impartiale. Donc, je pense que ça peut être une des façons d'utiliser ce 10 milliards-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter ici parce que justement, s'il y a un peu de temps pour les questions ou les idées, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir nous amener d'autres propositions. Oui, évidemment. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai quelques commentaires très positifs là, dans l'onglet discuter, là, des gens qui ont beaucoup apprécié les interventions de nos panélistes. Puis aussi, il y a toujours possibilité pour vous de poser des questions. Donc, si il y en a qui veulent lever la main, je ne sais pas comment ça se passe, je pense que c'est lever la main, pour poser des questions. On a quelques minutes encore, donc on peut tirer une petite affaire aussi, là. Donc, je laisse le contrôle un peu là, à l'équipe derrière pour cet aspect-là. S'il y a des questions. Sinon, c'est pas plus grave.
Il me semble pas avoir de questions pour le moment. Il y D'accord. avait une question dans la boîte Q&A qui a été répondue tout à l'heure. Oui. Donc, j'invite les participants à lever leurs mains si jamais ils ont une question. Non, il ne me semble pas avoir de questions. Parfait. Bon, ben, en tout cas, ça a été une discussion très, très, très intéressante. Je vous remercie, Andréane Brazo, qui est analyste chez Mobilité, analyste mobilité chez Équiterre, Jérôme Laviolette, de la chaire mobilité à Polytechnique Montréal et Jean-François Barsoum d'IBM Recherche et Développement. Merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos réflexions. Franchement, c'était super inspirant. J'espère que cette conférence a plu aux gens qui l'ont écouté et à ceux qui l'écouteront éventuellement parce que ça a été enregistré et ça pourra être rendu disponible, bien entendu. Merci à tout le monde derrière aussi qui l'ont organisé. Donc, je pense entre autres à Ella, Gaïa et Jennifer. Merci beaucoup d'avoir participé à ces dialogues organisés dans le cadre de la COP 26 qui se tient actuellement à Glasgow. Et je rappelle que ça se déroulait dans le cadre d'une journée à la COP 26 qui est justement dédiée aux enjeux de transport, de mobilité. Donc, voilà pourquoi cette thématique aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, continuez à réfléchir à ça. Continuez à nous alimenter, messieurs, dames, les panélistes. C'est des enjeux pas faciles, c'est des enjeux qui sont fondamentaux dans notre lutte au changement climatique parce que ce sont les principaux vecteurs là, de nos émissions. Merci beaucoup encore. Plaisir. Merci.